écoutez, bienvenue dans cet épisode numéro 10 de notre Meetup DevOps, qui est donc le numéro 11, le 11e. On est en informatique, on commence toujours à zéro. Voilà, oui. Donc, j'avais prévu de faire une petite intro avec, puisqu'on avait vu des compilateurs la semaine dernière, de faire une petite intro sur les décompilateurs. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. Donc, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite la main à Christophe qui va nous faire la suite de sa présentation sur Async Await. Ok, donc je vais voir si je peux partager. Bonjour tout le monde. On va essayer de partager l'écran. Hop, ça je vais le mettre en bas. Est-ce que tout le monde voit un chat? Oui. Ouais. Alors, la semaine dernière, j'avais passé beaucoup de temps pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y avait derrière au niveau syntaxique l'async await. Et on avait vu qu'il y avait une state machine qui était générée automatiquement pour nous par le compilateur pour gérer les différents appels asynchrones, sachant que notre code s'écrivait de manière séquentielle. Donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est plus la manière dont on change de thread, la manière dont ça s'exécute de manière asynchrone. Je n'étais pas du tout rentré dans ces détails-là la semaine dernière, et je pense que c'est intéressant qu'on comprenne vraiment ce qui se passe, parce que j'ai remarqué qu'il y avait plein de gens qui n'avaient pas forcément le bon modèle dans la tête. Voilà, tout ça. Ah, on ne t'entend plus. Vous ne m'entendez plus? Voilà, si, c'est bon là. Bon. Est-ce qu'il faut que je parle plus fort ou est-ce que de toute façon ça va? Donc, ce que je disais, c'est que je vais passer maintenant sur le détail de comment la partie asynchrone se passe. Donc j'aurai pas de slide, hein, ça va être du code et j'attends vos questions. Donc, je vais revenir sur le code qu'on avait vu la semaine dernière, c'est une petite boucle. Est-ce que c'est assez gros? Il faut que j'agrandisse. Non, mais ce serait bien que tu parles un petit peu plus fort quand même. Ça serait bien que je parle un peu plus fort. Alors je vais parler un peu plus fort. Je vais parler un petit peu plus fort. Et... Rapprocher ton micro, je sais pas s'il est plus... On dirait qu'il est plus loin que tout à l'heure. Je sais pas, c'est curieux. J'ai rien changé. Je vais me rapprocher de mon écran. Vous allez me voir plus gros, sur la vidéo. Alors, je disais que la semaine dernière, je vous ai présenté ce code vraiment de démo. Hein. Surtout, faites pas ça chez vous. Qui montrait comment on faisait une boucle vraiment de manière séquentielle et on appelait une méthode asynchrone, une première, qui appelait une autre méthode asynchrone qui faisait un task.delay pour simuler quelque chose qui se produisait avec un certain temps. Et on avait vu la state machine qui était générée. Maintenant, ce qui, moi, va m'intéresser aujourd'hui, c'est ce par quoi on avait terminé la semaine dernière. Tiens, la semaine dernière, je vous avais rajouté des traces. J'avais rajouté des traces pour voir dans quel thread, quelle ligne se passait. J'étais passé assez vite dessus, mais si jamais vous vous rappelez, quand on exécutait ça, on se retrouvait, enfin si jamais il veut bien s'exécuter, j'ai l'impression que ça va être une série de démos qui vont bien se passer. On avait vu, est-ce que c'est assez gros? On va le remettre un tout petit peu plus grand, juste pour être sûr. Voilà. Alors qu'on avait vu qu'en gros, on démarrait du thread principal de l'application, qui était le thread 1. On voit ici, c'est le main thread. Et qu'au fur et à mesure, le code s'exécutait sur d'autres threads. Je n'étais pas rentré plus dans le détail. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est une première chose d'abord, avant de rentrer dans les détails, c'est vous remarquez que par rapport au code, je vais mettre le code à côté, vous l'avez ici à gauche le code, vous voyez que j'ai mis une flèche pour aller vers la droite pour dire que je rentre dans la méthode et une flèche pour ressortir comme ça. Donc ici on voit que first async est appelé sur le thread 1.
last A5 est appelé sur le thread 1. Donc si je mets mon code ici, on voit que le début de ces deux méthodes-là, même s'il y a un await ici, cette ligne-là, la ligne de last A5 qui est là, on voit qu'elle est quand même exécutée sur le même thread. Même après, quand on change de thread, on voit qu'on est quand même appelé sur le même thread. Donc, on voit que le thread change quand on revient. Quand on revient de l'await. Alors ça, c'est la première chose que les gens n'ont pas forcément comprise. C'est que await ne fait pas changer le thread. C'est pas comme un task.run. Task.run, on sait que la callback qu'on va passer dans le task.run, elle va être appelée par un thread de la thread pool. Et là, il y a plein de gens qui pensent que quand on fait await, le code qui est après le wait, il est exécuté dans un autre thread. Et là, je vous montre que ça n'est pas le cas. Puisque le last A5, il n'est absolument pas appelé dans le thread 5. C'est seulement quand je reviens, donc sur la ligne après l'appel à l'await, que ça change. Vous allez voir que ça a une importance dans des frameworks graphiques, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le wait, je me répète mais exprès, le wait ne fait pas changer de thread. D'accord? Il ne va pas créer un thread et il ne va pas exécuter le code de la méthode. Ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que dans la state machine, il y avait une fonction qui gérait le code spaghetti avec des goto et qui s'appelait moveNext et qui gérait les appels à travers un truc magique. On n'a pas creusé là-dedans. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que si jamais j'ai pas de méthode qui va me faire changer de thread explicitement, ben, je peux carrément rester dans le même thread et tous les appels vont être synchrones. Donc ça, c'est une première chose dont il faut se rendre compte. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que, en fait, c'est quand on revient que ça change de thread? Si jamais vous vous rappelez la semaine dernière, et si jamais vous ne vous rappelez pas, je vais peut-être remettre un coup de décompilateur. Alors, je ne veux pas brûler ce que voudra expliquer Richard sur les décompilateurs, mais moi j'utilise l'ILSpy. Et ce qu'on avait vu, et ce sur quoi j'avais passé du temps la semaine dernière, c'était pour vous expliquer que dans la state machine qui était générée, et dans la méthode moveNext qui faisait passer l'exécution, notamment la gestion des await, au premier await, ça return. Et ça, c'était déjà quelque chose qui n'est pas forcément compris. C'est que quand vous voyez un await dans votre code, ça veut dire que le thread courant qui est là, normalement, il s'arrête. En fait, il ne s'arrête pas. Il exécute le moveNext jusqu'au premier appel asynchrone. Et c'est donc pour ça que tout ce qui n'est pas asynchrone, genre ma trace, elle n'est pas asynchrone, c'est-à-dire cette méthode-là, elle est tout sauf asynchrone. Ça, c'est un appel synchrone à une fonction. Donc ça explique qu'en fait, on va avoir tous les appels synchrones, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, jusqu'à le wait. Ça vous explique donc les traces et le fait que quand on rentre avant le premier asynchrone, on reste dans le même thread. Et donc quand on sort, c'est-à-dire que là, mon thread 1, dès qu'il arrive sur le wait, on arrive dans la state machine et au bout d'un moment, il fait un truc magique, je ne veux pas rentrer dans le détail de ça, mais il return. C'est-à-dire que mon thread 1, de toute façon, là, il a fini. Dans le thread 1. Et alors après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une partie du framework autour de l'async await qui s'appelle un synchronization context qui va entrer en jeu. C'est-à-dire le code magique dont je vous ai montré que la surface hier, et, la semaine dernière, et que Kevin a essayé d'expliquer un petit peu plus après. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'assurer que lorsque votre méthode async, c'est-à-dire, si je prends mon exemple de first async qui appelle last async, lorsqu'on va sortir
de last async, eh bien, il va bien falloir qu'il trouve un thread pour s'exécuter. La raison est simple, je vous rappelle, de toute façon, votre premier thread, il a fini. Il a fait return. Et donc ça, c'est le rôle du synchronization context. Et le synchronization context, c'est une classe au centre de la gestion de ces appels asynchrones. Et je vais vous montrer très rapidement qu'est-ce qui est fourni comme service. Les services qui sont très importants, ce sont ces deux services-là. Donc c'est une classe publique. C'est une classe publique, Public Class Synchronization Context, dans system.threading, et elle est utilisée en interne. Je ne vais pas vous montrer l'implémentation, je vais vous expliquer à quoi est-ce que c'est utilisé. Elle a deux méthodes. Elle a une méthode qui s'appelle send et une méthode qui s'appelle post. Pour ceux qui ont fait du code avec des messages sous Windows, vous vous rappelez qu'il y avait des méthodes qui s'appelaient send message et post message. Et la différence, c'était que le send était synchrone. Ça veut dire que le thread qui exécute l'appel au send, il attend que send soit terminé pour exécuter la ligne suivante. Le post, pas du tout. Le post, il va faire un truc magique qui va faire que la callback qu'on passe ici va être exécutée par un autre thread. Et ça va dépendre de l'implémentation des synchronization contexts. Donc, je vais vous montrer qu'il y a plusieurs synchronization contexts qui existent, notamment pour gérer les Windows Forms, WinRT et WPF. Et ils ont chacun des stratégies différentes. Donc, ça, c'est la partie théorique. Maintenant, on va voir un peu comment ça se passe. Je vais vous montrer... un autre code. J'ai juste déjà une question. Allez-y. Je t'interromps. Vas-y. Donc, tu dis, quand on va faire le wait, ce n'est pas nécessairement l'ouverture d'un nouveau thread, etc. Tu vas peut-être en parler après, donc dis-moi à ce moment-là, mais quel est l'avantage de travailler comme ça et pourquoi pas, entre guillemets, simplement dire, tiens, quand j'ai un await ou un async await, automatiquement, je fais la création d'un nouveau thread et puis je suis parti dans un nouveau thread et quand je reviens dans mon thread courant, quoi. Ouais. Alors, une réponse à cette question, c'est performance. Pourquoi créer un thread quand on n'a pas besoin? Un thread, c'est coûteux à créer, ça prend de la mémoire, ça prend des ressources système et ça rajoute de la charge sur le scheduler Windows. Donc, si on peut ne pas créer un thread, c'est mieux. Et ce que je dis s'applique au code de la runtime et s'applique à votre code aussi. D'accord? Là, dans l'exemple que je donne, c'est un exemple qui est vraiment pour faire des démos. Jamais vous écrivez du code. Dans votre code, généralement, à un moment donné, vous allez arriver sur l'utilisation d'un HTTP client pour faire une requête HTTP vers un web service ou vers un beau microservice. Et là, on va tomber dans un appel réseau, etc. Et là, on va vraiment changer de thread. Et là, ça a du sens. Je vous rappelle que async await n'est pas conçu pour faire du parallélisme. C'est conçu pour faire de l'asynchronisme. Ça veut dire que le thread de départ, vous ne voulez pas qu'il soit bloqué pendant un process que vous allez faire. Je reviendrai sur la différence parallélisme, asynchronisme pour la gestion des exceptions, mais il faut vraiment ça que vous gardiez à l'esprit. Et une partie de la réponse à ta question, en plus de la partie performance, c'est que async await, ils ne l'ont pas appelé parallel await, ils l'ont appelé async await. Ça veut vraiment dire on va s'exécuter de manière asynchrone. Mais ils auraient presque pu rajouter un lazy. Au lieu qu'on suffixe par async, ils auraient pu mettre lazy async. D'accord? Ouais, ok, merci. Je peux dire un petit mot? Ben vas-y, n'hésite pas. C'est hyper important, quand on utilise des await, de savoir quelle est la nature de l'asynchronisme. Et ta question est bonne parce que là, on parle beaucoup de threads qui sont omniprésents, surtout pour savoir qui va exécuter le code de retour. Mais il faut absolument savoir quelle est la nature de l'attente. Les threads, si on fait un task.run, par exemple, comme le dit Christophe, on va bloquer un thread de la machine. Un thread, c'est du CPU.
Donc, on doit utiliser ça quand on fait des calculs. Je prends un autre exemple tout simple. On peut très bien avoir un asynchronisme en étant monothread. Par exemple, quand on fait bouton 1.click plus égale une méthode, et que quelques secondes plus tard, on appuie sur le bouton, ce code-là, il est complètement monothread. Tout le monde est d'accord? Pour autant, le code est asynchrone. Quand on fait le plus égal, il ne se passe rien. C'est plus tard, quand on appuiera sur le bouton, que quelque chose s'exécutera, et on pourrait très bien écrire ce pattern avec un await. Une autre erreur que je vois très très souvent moi dans du code, c'est par exemple, on veut écrire un fichier sur le disque. Donc l'attente, elle est de nature I/O. Ce qui va créer l'attente, c'est l'écriture du disque dur. C'est-à-dire qu'au niveau de l'OS, le thread, tous les calculs, il n'y a rien à voir. L'attente, ça peut être du réseau, ça peut être du disque, ça peut être plein de choses différentes. Les threads, c'est quand on va faire du calcul. L'erreur extrêmement classique, c'est oh là là, j'ai un file.save vers le disque qui prend du temps, je mets un task.run autour. On a l'impression en effet que mon interface est libérée, donc c'est un bon choix, mais c'est une catastrophe en fait. Donc pourquoi? Parce qu'on bloque un thread de calcul, c'est comme si on faisait un thread.sleep qui va être complètement bloqué pendant plusieurs secondes sur le file.write et qui va attendre pour rien et consommer une ressource pour rien. Donc, il faut absolument, dans ce cas-là, utiliser le file write async qui, lui, est fait pour attendre, sans bloquer de thread, une tâche qui n'est pas de nature de calcul, qui est de nature écriture sur le disque. Donc, il faut tout le temps se poser la question, quelle est la nature de l'élément que j'attends? Est-ce que dans ces éléments de nature, les appels HTTP, tu les rentres dedans ou pas? Oui, tout à fait. Hein? Donc, même les appels qui ont l'air synchrones, par exemple, j'appelle un client HTTP et puis il me renvoie une valeur, elles sont toujours asynchrones. Hein. Le synchrone, c'est une illusion quand on fait du réseau. Il y a un port sur lequel on écrit et un port sur lequel on attend. D'accord? Donc, l'attente, même si les méthodes nous donnent l'illusion que c'est synchrone, c'est toujours une attente, en fait. Donc, un client HTTP, tout à fait, il faut absolument utiliser les méthodes async et ne pas le mettre à l'intérieur d'un task.run, par exemple. Si jamais vous voulez creuser un petit peu plus loin, il faut que vous compreniez que, mais ça revient à mon introduction, c'est que tout n'est qu'abstraction. Alors, je ne fais pas de la philosophie, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du processeur, le processeur, il a des CPU, et ces CPU, ils exécutent de l'assembleur. Et c'est tout ce qu'il sait faire. Le thread n'existe pas au niveau du CPU. Le thread est une abstraction fournie par l'OS pour encapsuler d'une part l'exécution, comme l'a très bien décrit Mitsu, c'est-à-dire qu'il va prendre du CPU, il va consommer parce que les instructions assembleurs vont être exécutées, donc il va garder un état, il va garder l'état des registres, qui va lui permettre au scheduler de l'OS de faire passer un thread, une fois qu'il a terminé un temps d'exécution qu'on appelle un quantum de temps au niveau du scheduler Windows, pareil sous Linux, eh bien il va pouvoir prendre une photo de cet état, le mettre dans sa structure interne et faire basculer un autre thread sur le CPU. Donc vous voyez, c'est une abstraction. Et nous, on est au niveau de .NET. .NET, il a aussi une abstraction de thread au-dessus de thread du CPU qui utilise certains services. Vous avez peut-être entendu parler du thread local storage qui permet d'avoir par thread une valeur pour une variable. Ça, c'est fourni par l'OS, mais c'est surfacé par les threads .NET. Les threads .NET surfacent aussi d'autres propriétés qui sont propres à .NET. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on monte, on a des abstractions supplémentaires qui, malheureusement, comme le dit Mitsu, entre guillemets, nous cachent ce qui se passe en dessous. Et le même type de code qu'on écrit soit pour écrire un algorithme pur CPU, soit pour faire une requête HTTP qui va finir à faire une requête avec un I/O, soit gérer même des fenêtres. L'exemple de Mitsu sur les events, c'est vraiment ça. Tout ça, nous, on voit qu'une seule façon de l'appréhender à travers le C#, mais en dessous, ça passe vers différentes chaînes.
Et l'async await est une abstraction encore au-dessus qui gomme ces différences. Donc, je vais vous montrer certains cas où c'est important Christophe, de les connaître, bien sûr. Petite question, s'il te plaît. Est-ce que tu as prévu de présenter un petit peu la différence? Parce que là, vous parliez de task run, des petites différences qu'il peut y avoir justement au niveau des threads, par exemple, sur une plateforme qui nous a fait souffrir, qui est WP. Il y a quand même de grosses différences qui faisaient mal. Je vais parler de la différente implémentation des synchronization context sur WPF, sur Windows Form, mais ça s'applique aussi à UWP. Ouais, je te remercie. D'accord. Alors, si jamais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'exemple que je vous ai donné ici, c'est que je suis dans un programme console. Donc, le code que j'ai exécuté, il est exécuté par un programme console. Et dans ce cas particulier, on va dire que je n'ai pas de synchronization context. J'en ai pas. Ce qui explique que, comme il n'y en a pas, il va essayer de trouver n'importe quel thread. Et ce n'importe quel thread, c'est un thread de la thread pool. Donc, les ID de thread que j'avais dans ma trace ici sont des ID de thread de la thread pool. D'accord? Bon, maintenant, on va prendre un autre cas, qui est le cas, j'écris du code WPF, qui est très proche du cas WinRT. Donc là, je vais vous montrer le code, c'est le même que dans mon programme console. J'ai ma boucle, j'ai mon first qui appelle le first, qui fait des traces et qui appelle mon last. C'est exactement le même code, vraiment. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire un console.writeLine, ici, je vais faire tbresult.text parce que je suis un designer hors pair d'interface graphique et j'ai fait une application avec un bouton. Alors, le temps qui charge, voilà. J'ai un bouton Start et quand j'appuie sur Start, j'arrive sur mon handler et il va incrémenter et il va l'afficher ici. D'accord? Rien de... Ça, c'est mon tbresult là. Donc, ce code-là, c'est vraiment le même que l'autre, sauf qu'au lieu de tourner dans une application console, donc dans un host de type console, j'ai tourné dans un host de type WPF. Et là, si jamais vous avez suivi ce que je vous ai dit avant, les gens qui ont fait du WPF, dont la personne qui vient juste de me poser la question et dont je n'ai pas retenu le prénom, devraient se dire, la vache, là, ça devrait planter. Pourquoi? Parce que les frameworks graphiques dont je parle ici, WPF et Windows Form, et WP aussi, ne sont pas thread safe. Ça veut dire quoi ne pas être thread safe? Ça veut dire que par souci de performance, on ne va pas vérifier que plusieurs threads différents accèdent à la même ressource. Dans notre cas particulier, la ressource, c'est la zone de texte dans laquelle je veux mettre mon résultat. Et donc, par souci de performance, je ne veux pas mettre des locks à chaque fois pour m'assurer que ma UI elle n'est pas flinguée parce que j'ai deux threads. Donc, la manière dont ça a été implémenté pour ces frameworks-là, notamment WPF, mais aussi Windows Form, c'est que quand vous créez un bouton ou quand vous créez un champ de saisie, il va conserver l'ID du thread courant. Et il va le garder comme un membre. Et après, toutes les opérations que vous faites, que ce soit des propriétés, parce qu'une propriété c'est une fonction, hein, des propriétés ou des appels de fonctions, il regarde le thread courant, et si GBA, ce n'est pas le thread courant, il vous explose à la figure. Ça s'appelle une fonctionnalité. On mitige la performance avec d'autres fonctionnalités. Donc, si ce que je vous ai dit avant, pour le programme console qui était là, où on a vu que les threads changeaient, s'applique ici, ça devrait planter. Est-ce qu'on est d'accord? C'est le même code, hein. Il n'y a pas de magie, il n'y a rien. Ça devrait planter. Alors, si jamais je vous dis que ça devrait planter, c'est qu'évidemment, ça ne va pas planter. Hein. Voilà. Donc, on est là. Je fais Start. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Donc là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je peux rajouter un petit mot? Vas-y. Avant que j'embraye sur l'explication. Vas-y, je vais vite. Le retour au thread appelant, en effet, pour les frameworks qui sont basés sur le UI, c'est extrêmement pratique puisqu'on n'a plus le bug dont parlait Christophe.
Par contre, ce retour automatique au contexte appelant, il ne marche qu'avec le thread principal. Hein. On ne peut pas revenir à n'importe quel thread. Avec un thread du pool, ça ne marche pas. Pour une raison qui est extrêmement simple. Un thread, s'il est occupé, s'il est dans une boucle while, il est en train de faire un traitement, revenir à ce thread, ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens en soi. On ne peut pas lui redonner la main. Il est en train de faire quelque chose. On peut lui dire, tiens, au fait, fais cette tâche. Sauf le thread principal, parce qu'il est basé sur une boucle de messages. Donc, le thread principal, il est tout le temps en train de dépiler la boucle de messages. C'est vrai en Windows Form, c'est vrai en UWP, c'est vrai en WPF. Donc, on va pouvoir lui donner une tâche à faire en lui empilant dans sa liste de messages. C'est pour ça que c'est faisable. Donc, ce que vient de vous dire Mitsu, c'est que en dessous de notre code à nous, chaque framework a une façon particulière de faire communiquer les threads entre eux. Dans ce que vient de vous expliquer Mitsu, c'est que pour WPF et pour Windows Form, on est capable de revenir sur ce thread. Si jamais vous avez commencé à faire de la synchronisme avec juste les tasks, quand les tasks sont sortis, vous vous rappelez, il y avait du code ici où on avait, quand on avait terminé, on avait if invoke require de... c'était sur le bouton, je crois, des résultats, un truc comme ça, point, invoke require de... Et il fallait faire un begin invoke avec une callback pour revenir. Là, c'est vachement plus simple. Parce que ce qu'on faisait dans l'invoke required et dans le begin invoke avec la callback, c'est le wait qui va le faire. Alors, ce n'est pas le wait qui va le faire, c'est le synchronization context qui virtualise le fait de justement revenir sur ces threads. Et si vous vous rappelez ce que j'ai dit au début, en fait, il va passer par cette méthode post. Et cette méthode post va, dans le cas de WPF, passer par le scheduler WPF. Et dans le cas des Windows Form, il va passer par des messages Windows standards, comme Mitsu vient de vous l'expliquer. Donc ça, c'est l'implémentation des synchronisation context. Et vous voyez ici que, si je retourne vers mon synchronisation context et les types dérivés, alors est-ce que ça zoome? Est-ce que vous voyez quand ça zoome ici? Est-ce que vous voyez quand c'est zoomé ou pas? Ça s'est bien zoomé? Bon. Oui, impeccable. Vous voyez qu'ici, on a un dispatcher synchronization context. Ça, c'est celui de WPF. Parce que bon. Donc là, si jamais on allait là-dedans, et j'ai pas trop envie d'aller là-dedans, on aurait l'implémentation des différentes opérations. D'accord? Alors, je vais vous montrer quelque chose derrière, parce qu'il faut quand même qu'on comprenne comment ça marche. Comment le même code n'aboutit pas au même résultat. Ça, c'est un truc pour moi, c'est juste pas possible. Donc, ce qu'il faut que je vous montre, c'est que le code magique dont je vous ai parlé la semaine dernière, en fait, il utilise, je vous ai dit, un synchronization context. Le synchronization context, c'est la classe que je vous ai montré, et il a un membre statique qui s'appelle current. Et comme son nom l'indique, il contient le synchronization context courant par lequel on va pouvoir passer pour faire exécuter une callback sur un thread particulier ou pas. Comme Mitsu vous a expliqué, dans le cadre du synchronization context standard qui, sur un post, je vais peut-être pouvoir le retrouver, le post passe par le thread pool, vous voyez, hop, comme vous a dit Mitsu, les threads du thread pool, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils exécutent la callback qu'on leur donne et ils attendent la prochaine. Donc, pour revenir sur exactement le même thread, on ne peut pas le faire. Donc ici, on va voir ce qu'il y a dans le synchronization context. Et je vais vous montrer cette fameuse méthode configure await à false, parce que c'est à ça aussi que je veux arriver. Et on va voir la différence. Donc j'ai mis un point d'arrêt ici. Je voulais vous montrer un autre truc avant. Est-ce que je peux vous le montrer avant? Parce que j'y avais un outil qui pourrait vous être utile. Il y a un outil qui s'appelle DBGView, qui est fourni par sysinternals, et il est capable de capturer les appels à trace.writeline ou debug.writeline. C'est-à-dire que même en release, vous pouvez faire des traces et voir sans être attaché à votre debugger. Donc là, ce que je veux
vous montrer ici, c'est que on va vraiment ne pas changer de thread. Alors j'aimerais bien qu'il s'exécute. Il est là. Donc ici, vous voyez qu'il ne change pas de thread. Il revient toujours sur le 1. D'accord? Juste pour être sûr que je ne vous ai pas menti. Hein. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans celle avec le synchronization context. On va voir ce que ça vaut. Donc, j'ai fait F5. J'ai fait F5 et je vais appuyer sur Start et on va arriver ici. Donc, j'ai mis à côté les parallèles stacks. Ça nous montre les threads qui sont en train de s'exécuter. Vous voyez que dans mon Go ici, je suis dans ma boucle de messages qui est là-dedans. Et puis, ben, j'exécute mon Go. Alors, mon synchronization context, il vaut quoi? Je vais le mettre sur le côté pour qu'on ait un peu plus d'espace. Voilà. Donc ici, dans SC, j'ai mon synchronization context. Je vais l'agrandir. Et mon synchronization context, c'est un dispatcher synchronization context. C'est celui que je vous ai montré rapidement dans mon décompilateur. C'est celui de WPF. Donc là, on a un synchronization context de WPF. Si jamais je fais un configure await ici, vous allez voir que ça va s'exécuter. J'aimerais bien que ça s'exécute. S'il vous plaît. Voilà, ça s'exécute. Et je reviens. Donc vous avez vu, je n'ai pas changé de... Là, je reviens. Mais maintenant, ici, mon synchronization context, évidemment, ça c'est l'effet démo magnifique. Hein. Faut que tu avances là. C'est que, avant que je regarde ce que c'est toujours mon dispatcher. Mais si je regarde ce que c'est, comme à Dimitsu, il faut que j'avance, j'ai plus de synchronisation context. Et donc, ça veut dire que la manière dont je vais revenir dans le thread, je ne vais pas passer par mon dispatcher. Et je ne vais pas être dans le bon thread là. Je vais clairement pas être dans mon thread principal. Mon thread principal, il est là. Là, ma boucle de messages. Okay. Et je me retrouve dans un autre thread là. Parce que l'appel à configure await a fait en sorte qu'il a flushé le synchronization context.courant dans le code généré par la state machine. Alors c'est pour ça que j'ai mis le nom de du paramètre, parce que généralement on voit configure await false, on ne se pose jamais la question de ce que c'est. Et si jamais vous regardez le nom du paramètre, il dit continue on captured context. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la state machine, elle capture le contexte courant, elle fait ce que j'ai fait là en fait. Elle regarde quel est le contexte courant et elle va l'utiliser pour revenir. Je vais continuer sur le contexte que j'ai capturé. Or moi je dis, c'est pas la peine Gérard, je sais ce que je fais du code super optimisé et je veux pas que tu perdes ton temps à mettre un message dans la queue de WPF pour qu'il revienne et qu'il exécute la callback de ma state machine, et ça va très très bien se passer. Sauf que là, on va arriver au résultat auquel je m'attendais. Je fais F10 ici. Comme je ne suis pas dans le bon thread, je me prends une invalide opération exception disant que le thread appelant n'est pas celui avec lequel l'objet a été créé. D'accord? Donc pour résumer, il existe un état courant du synchronization context, ce fameux variable, par exemple cette propriété statique du synchronization context, qui garde quelle est la classe qui est en charge de ramener dans le bon thread quand on revient des méthodes A5. Il y a une implémentation différente suivant le host dans lequel vous êtes. Quand c'est une programme console, quand c'est un ASP.NET Core, il n'y a pas ce synchronization context.courant vaut nul, et ça veut dire que comme il n'y en a pas, il va passer par le thread pool, parce que comme l'a expliqué tout à l'heure Mitsu, ça n'a pas de sens, on ne sait pas revenir sur un thread dans ce cas-là. Mais pour les autres, WPF, UWP, Windows Form, eh bien, on va en avoir un qui va magiquement revenir sur le
bon thread sur le thread principal, parce qu'on sait qu'on a besoin de faire ça pour que ce type de code très simple fonctionne. Est-ce qu'il y a des questions? Ou je vous ai tous tués? Moi, j'en ai une petite, moi. Est-ce que tu as développé une méthode pour établir un peu le coût, justement, de synchronisation contexte? Parce qu'il y a beaucoup de situations, moi, je pense, en personne qui a eu beaucoup de souffrance quand on a eu les différentes versions. On va parler de la première qui a fait mal, qui était Silverlight. On aime bien les technos qui n'existent plus. Ça a été quand même dur, à un moment, de dire qu'on a de la TPL, on a de la 5Q8. On s'est retrouvé dans des applications, on a eu des gros problèmes de performance, justement, quand on a commencé à mettre tout ça en place. Et ça a été pire avec. Sur des applications clientes? Silverlight, oui, évidemment. Mais ouais, sur les applications clientes. Mais pire que quoi? Pire que quand on s'amusait anciennement à avoir nos vieux threads qu'on lançait avec le vieux end, avec le vieux state. Et au début, ça a été laborieux. Maintenant, c'est vrai que ça marche beaucoup mieux. Mais moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on peut déterminer à peu près le coût de ce contexte de synchronisation. Parce qu'il est présent. Il y a un certain nombre de cas, je vois par exemple, où on va demander justement, quand on lance des tasks, à surtout pas continuer sur le contexte courant. Ça, on le fait souvent pour justement s'arranger, pour ne pas utiliser la synchronisation contexte. Mais est-ce qu'on a une solution vraiment pour dire à tel ou tel moment, je sais que ça me coûte d'utiliser la synchronisation contexte, mais je ne sais jamais combien ça me coûte en termes de ressources, et je ne sais jamais le temps que j'y perds, en fait. Alors, je vais avoir deux réponses à ta question. Tu ne devrais jamais avoir besoin de revenir dans le thread d'où tu es venu. D'accord? Donc, par défaut, ça devrait être false. Parce que tu ne peux pas payer ce coup-là. Deuxième réponse. Mais je veux écrire du code sympa. Je veux écrire ce code-là. Je ne veux pas écrire le if invoke required, parce que quand tu parlais du code avant, moi, le code que j'écrivais avant, je m'étais fait des helpers qui encapsulaient le if invoke required. Alors, j'avais même la même fonction. Donc, j'appelais la même fonction. Et quand je rechangeais de set... Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, je m'étais fait dans la même fonction, toutes mes fonctions qui permettaient de faire ça. J'avais jamais un truc comme ça, j'avais toujours un helper, et dans le helper, il faisait if invoke required, begin invoke de la même fonction. Et comme ça, je revenais la deuxième fois, si tu veux, quand j'étais dans le bon thread, l'invoke required, c'était bon, et là, je pouvais exécuter mon code. Donc, il y a un trade-off entre la simplicité d'écriture, de débugage et de relecture avec les perfs. Donc, ma réponse qui englobe les deux, c'est normalement, tu devrais toujours faire configure await false quand tu écris du code d'une API, d'un SDK par exemple. Moi, c'est ce que je fais, mais par habitude. Voilà. Maintenant, si tu parles de coût, si tu réfléchis à ce qu'on a dit, Mitsu et moi, sur l'implémentation en UWP, WPF et WinRT et Windows Form, c'est le coût d'un message. Et au niveau d'une UI, c'est négligeable, tu ne le sens pas. Et de toute façon, c'est la même chose que de faire un if invoke required, begin invoke. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas ne pas payer le coût de revenir dans le thread de UI. Mais ça veut dire, effectivement, que si tu fais de l'ASP.NET Core, si tu fais du code serveur, et que tu écris ce code-là, il est sous-optimal. La question derrière ta question, c'est combien ça coûte? Je ne sais pas. Je pense que pour la majorité des applications, c'est négligeable, même les applications serveurs. Nous, chez Criteo, où on se bataille pour des millisecondes, il n'y a que dans certains cas où on a dû faire attention à ça. Donc, je dirais que dans la majorité des cas, c'est-à-dire 99,9% des cas, tu n'en as pas besoin. Maintenant, si tu détermines que tu as des problèmes de performance sur certains endpoints de ton serveur, alors tu peux commencer à te dire que c'est une piste. Mais
je pense que c'est pas la première à investiguer. Les premières à investiguer, souvent, c'est regarde ton link, est-ce que tu n'as pas des requêtes link, est-ce que tu n'as pas des toollists. La deuxième étape, c'est est-ce que tu fais pas des appels IO. Non, mais je suis d'accord. On est d'accord sur la méthode, voilà. C'était juste de l'anticipation, si tu veux. Ouais, peut-être que Mitsu a des expériences avec des clients qu'il a pu voir, mais ce que je peux dire, c'est qu'en interne chez Criteo, ça a été rare, on a eu besoin de rentrer là. C'est une bonne habitude, si tu écris du code serveur, de par défaut faire ça. Alors évidemment, j'ai mis exprès le nom là, mais le code qu'on voit, généralement, c'est ça. Mais comme là, c'est une explication, j'ai préféré vous mettre le nom et expliquer le nom. Globalement, le synchronization context qui est toujours transparent, hein, parce qu'on fait juste await, nous. Donc, il est différent suivant le host, comme disait Christophe. Et c'est globalement, la valeur par défaut est globalement bien faite. C'est-à-dire que là, par défaut, l'accès au textbox.text, il ne déclenche pas d'erreur. Par défaut, en ASP.NET Core, on ne va pas bloquer le thread du serveur web pour rien, alors qu'on a une attente asynchrone. D'accord? Donc, par défaut, si tu mets rien, si tu mets pas de configure await, dans une grande majorité des cas, ça marche bien. D'accord? Parce qu'on est dans un contexte particulier et le synchronisation de contexte par défaut est bien adapté. Par contre, si tu écris un composant qui peut très bien tourner côté client ou côté serveur, par défaut, en effet, il vaut mieux mettre configure await false. D'accord? Parce que tu ne sais pas dans quel environnement il va tourner. Donc, tu ne peux pas te baser sur l'idée que tu seras sécurisé par un synchronisation de contexte. Par contre, tu manipules des tasks dans un contrôle WPF et c'est complètement dédié à lui. Donc là, ça ne sert à rien de le mettre. D'accord ? Il faut même ne pas le mettre. Il faut même ne pas le mettre. Petit piège, hein, Christophe disait qu'il n'y a pas de synchronisation de contexte en ASP.NET Core. C'est vrai, c'est nouveau. En ASP.NET classique, il y en a un. Oui. D'accord ? Donc, le plus gros piège, j'ai envie de dire, pour ceux qui font de l'ASP.NET classique, ce serait de ne pas en mettre, en effet, de configure await. Pour moi, l'endroit aujourd'hui où il faut faire très attention, c'est en ASP.NET classique, de bien mettre des configure await false une très, très grande majorité du temps. Parce que sinon, si la tâche est un peu longue, on bloque le thread du serveur pour rien. Et c'est catastrophique. Enfin, c'est pas catastrophique, mais on va consommer beaucoup de capacité de réponse du serveur. Et j'ai envie de dire, sur une application client, c'est pas très grave, parce que ça n'impacte que le client. D'accord ? Si vraiment c'est un gros calcul qui a engendré ton ralentissement, c'est que l'architecture est mal conçue. C'est une erreur d'architecture. C'est peut-être un thread qui attend du disque ou c'est une erreur comme ça. Mais sinon, vraiment, l'endroit où il faut faire très attention, c'est sur ASP.NET classique. Hein. En mettant des false, on peut gagner plusieurs dizaines de pourcents de performance sur son serveur. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Denis a levé la main. Oui, moi j'avais une question. Je ne sais pas si on m'entend. Je sais pas si. Oui. Vas-y, Denis. J'avais une question, enfin, entre guillemets, pas à voir avec ceci, ce qu'on vient de dire ici, mais plus sur autre chose. On a de temps en temps, nous, eu des exceptions qui s'enclenchent dans des procédures qu'on a développées en thread. Donc, par exemple, typiquement avec des tasks run et des choses comme ça. Et on a eu des difficultés à pouvoir faire remonter, entre guillemets, l'exception jusqu'au thread parent pour pouvoir ne fût-ce que les loguer, les tracer, des choses pareilles. Il y a quelque chose à devoir faire ou c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé ou je ne sais pas. Pourquoi ça ? C'était la question que j'avais posée. Vu l'heure, on le verra la semaine prochaine, je crois. Ok. Non, mais c'est une super bonne question et c'est un très bon teaser sur la semaine prochaine. C'était ce que j'avais dans la suite. Si vous voyez un peu ce que j'ai ici dans mes petits trucs là, j'ai gestion d'exception. Okay. Donc je traiterai de ça. Ça me convient bien. On essaiera de prendre des exemples si jamais vous avez d'autres exemples par rapport à ce que je vais vous montrer. Merci de la question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si jamais il n'y a pas d'autres questions, je vais vous montrer un autre exemple. Il y a Anthony qui a levé la main aussi. Allez-y, parce que comme je ne regarde pas le... Oui, moi en fait, je voulais juste savoir quand c'est qui est intéressant de mettre le configure await à false dans des WinForm ou du WPF.
Oui, eh ben, justement, si au retour, si le traitement qui part en asynchrone, il a un code de continuation qui ne va pas finir par donner un résultat à l'écran. C'est tout à fait possible, hein. C'est la fin d'un calcul qui, au final, sauve un fichier ou une image sur le disque. Dans ce cas-là, c'est pas la peine d'attendre le retour du contexte, autant le laisser terminer dans un stade du pool. D'accord. Ouais, donc en fait, si on fait appel à une base de données et qu'on ne va pas directement l'afficher dans du code graphique, il n'y a pas besoin de faire du... C'est ça. Si dans le code de continuation, on ne retourne pas à l'affichage, en effet, il faut même peut-être dire qu'on prend le réflexe de faire un configurate false. C'est une très bonne question et c'est aussi quelque chose qui peut vous mener à architecturer différemment votre code, c'est-à-dire avoir une série de helpers qui vont mettre à jour l'interface graphique et qu'il y en ait un nombre petit, et que de l'autre côté, tout ce qui est processing, là on sait que la partie processing, on n'a pas besoin d'avoir cette fonctionnalité. Ouais, moi j'aurais une autre question. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est Microsoft a dit, dans toutes les méthodes qui prennent plus de 50 millisecondes, on va vous proposer maintenant une version asynchrone. Ça, c'est UWP WinRT. Hein. Ouais. Ça, c'est UWP WinRT, oui. Donc, moi, je prends l'exemple, par exemple, d'appel à une base de données. Donc, on a d'abord le SQL connection string, enfin SQL connection. Après, on a le SQL command, etc. Et à chaque fois, ils ont une méthode async. Donc, on se retrouve avec un await connection.open, puis après, on se retrouve avec un await command.execute. Est-ce que c'est judicieux de mettre à chaque fois ces await, les uns qui sont les uns derrière les autres, ou au contraire, on peut se dire on va faire un gros, alors je suis volontairement provocateur, un gros task.run et faire tout en synchrone à l'intérieur. Ça vaut carrément le coup de mettre des await partout. Voilà, je suis tranché là-dessus. Tout le monde parle un peu de perf, de blocage. Un accès base donnée, un accès fichier, c'est quelques dizaines de millisecondes. C'est une catastrophe. Quand on voit que les développeurs de jeux, ils ont 4-5 millisecondes pour faire énormément de choses entre deux frames, un CPU moderne, en quelques millisecondes, il fait énormément de choses. Si on gâche une attente de quelques dizaines de millisecondes, ça ne sert à rien d'optimiser le reste du code. D'accord ? Les accès fichiers, I/O, network, c'est une catastrophe par rapport du CPU. C'est x10, x100 les attentes. Si celle-là, on ne les fait pas, ça ne sert à rien de bosser sur le reste. Les ordres de magnitude sont juste... Je suis viré. Non, mais les ordres de magnitude n'ont rien à voir. C'est ce que vient de dire Mitsu, ça n'a rien à voir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que votre OS est asynchrone. D'accord ? L'OS est asynchrone. Toutes les requêtes, toutes les API en dessous sont asynchrones. Parce que comme vous l'avez expliqué Mitsu, si vous ne faites pas ça, ça ne scale pas et c'est mort. C'est limace. Donc, jusqu'à présent, les modèles de programmation, les API qui avaient été fournis étaient très compliqués. Si vous regardez en Win32, si vous regardez même ce qui avait été fait au début en .NET, avec des callbacks et le code spaghetti que ça met, ça rendait les choses très, très compliquées. Et les développeurs ont pris l'habitude de faire du code synchrone. Moi, le premier, hein. C'est plus pour facile. l'habitude, c'est vachement plus facile. Et c'est cette logique poussée à l'extrême qui est de dire, on va vous permettre d'écrire du code de manière séquentielle, donc ça ressemble à du synchrone, avec ce que tu disais, le wait de l'un, la ligne d'après, tu as le wait de l'autre, la ligne d'après, tu as le wait de l'autre, sauf que derrière, il fait le boulot pour que ça soit efficace. Donc oui, ayez confiance en Mitsu et faites ça comme ça. Christophe, quand je t'entends, je pense à une chose qui nous est arrivée quand même avec .NET Core 3.1, qui a fait mal à pas mal de développeurs, c'est justement les évolutions sur les streams,
qui, au niveau A5, demandait encore plus d'A5. Et il y a beaucoup d'opérations d'écriture, par exemple, pour répondre à faire tout ce qui est middleware, que des développeurs ont dû réécrire parce que ça passait plus du tout, parce qu'ils ne faisaient pas des écritures en A5. Alors, mon dernier truc là s'appelle Thread Starvation. Vous voyez là, le dernier, là, le Thread Starvation. Là. Je reviendrai sur cette problématique-là, qui, si je la résume, peut être résumée en une phrase. Jamais tu n'attendras sur un await. Voilà. Donc, je ne veux pas rentrer beaucoup plus dans les détails, mais à partir du moment où tu as une chaîne d'appels asynchrone, au premier endroit où tu vas mettre en remontant un point result, un point wait, tu perds tout. Tu perds tout. Et donc ça veut dire que il y avait peut-être des chaînes au niveau des streams qui n'étaient pas complètes, qui n'étaient pas à 5, depuis tout en bas dans les versions d'avant, et qui maintenant le sont, qui font qu'effectivement, si jamais dans ton code client qui appelle ces API-là, tu avais du code qui faisait des points result, parce que le point wait c'est plus rare, mais des points result, j'en ai vu plein. Là, ouais, là tu peux avoir des problèmes. Je ne sais pas si je réponds à ta question. C'est pas vraiment une question, c'est que je voyais l'enchaînement, si tu veux. Pour l'avoir vécu, en fait des migrations, c'est ce que j'ai vécu. Donc, je pense que jusqu'à très longtemps, jusqu'à WinRT en fait, jusqu'à WinRT, Microsoft a, entre guillemets, fait confiance aux développeurs en disant les bons développeurs, ils vont utiliser les bons patterns qu'on donne, même si c'est du code qui est compliqué. Mais au moins, ils vont l'implémenter comme ça. Ils se sont rendus compte qu'en fait, non, quoi. C'était tellement compliqué que la majorité des développeurs faisaient autrement. Et il y avait des problèmes de perf dans les applications. Donc WinRT a été vraiment une bascule, parce que WinRT, pour ceux qui l'ont vécu, ils ont juste viré toutes les API, comme tu disais, qui dépassaient 50 millisecondes. Le file n'existe pas. Mais même le file open. Si jamais vous y réfléchissez, et puis après je m'arrête sur ce point-là, mais si jamais vous y réfléchissez, vous dites, mais file open, putain, c'est synchrone, quoi. De toute façon, je ne peux pas revenir tant qu'il n'est pas ouvert. Ben ouais, mais non, parce que le thread, on va revenir à ce que disait Mitsu, le thread que vous utilisez, qui peut être un thread du thread pool utilisé par votre serveur web, dont vous avez besoin pour processer la prochaine requête, on ne va pas attendre, par exemple, qu'il aille lire sur un file system distribué. Vous vous dites sur mon SSD, à quoi ça sert? Le file open, il est comme ça. En plus, avec un peu de chance, c'est dans du cache, c'est bon. Ben ouais, mais le cas où c'est dans un file system distribué, il y a des appels réseau derrière. Vous voulez bloquer le thread du thread pool de votre serveur web pour attendre d'ouvrir un fichier? Ben non. Et donc là, avec WinRT, pour moi, c'est la première fois où Microsoft a fait le choix de la performance avant l'utilisabilité, la lecturabilité, la maintenabilité du code. C'est la première fois. Alors, j'ai fait exprès de prendre des noms qui ne veulent rien dire, mais... Ségolène Royal sort de ce corps. On a dit qu'on ne faisait pas de politique. Oui, c'est vrai. Mais pour aller au bout de ta question, ça ne m'étonnerait pas que plus on avance dans les versions des frameworks Microsoft, plus on rende explicite des choix de performance. Si jamais tu as commencé à utiliser ce qui a fait gagner pratiquement la majorité des gains de performance avec .NET Core, qui est d'éviter de faire des recopies, tu te rends compte que ça change énormément ton code. Ça change énormément ton code. Donc oui, on risque d'aller vers ces choses-là. Et je pense que, vu comment est-ce qu'ils l'ont fait, WinRT a été très, très, très brutal, je pense. Mais là, maintenant, ce qu'on voit arriver, même le fait d'avoir le configure wait, c'est la première fois qu'on a un truc comme ça, à ce niveau-là. Plus ça va aller, plus on l'aura, et plus ça forcera les gens à comprendre ce qu'ils font. Et c'est pas du tout péjoratif, parce que c'est aussi de la faute du framework si on est obligé de comprendre ce qui se passe. Et c'est aussi pour ça que je veux faire ce genre de...
Après, c'est un peu l'historique aussi. Hein, il faut maintenir le code. Hein. File open, tu ne peux pas le toucher. Hein. C'est sûr. Et juste une question, est-ce que là on parle donc de async await avec le framework de Microsoft, est-ce que dans d'autres langages on a l'équivalent? Je crois qu'ils l'ont rajouté dans JavaScript ou TypeScript. Non, TypeScript c'est sur les promises. Alors, c'est ça, ouais. En TypeScript c'est sûr. En Java, il me semble qu'ils ont commencé à réfléchir. Un truc comme ça. Ouais. Non, Java, il y a aussi. Ouais. Voilà. En F#, depuis F# 1. Oui. Ouais. Mais cette syntaxe, cette intégration de la syntaxe dans le langage, je pense que C# est le premier. F# c'était intégré au langage depuis le début. Et tu avais ce genre de choses-là? Tu n'avais pas la notion de le let band, l'assignation, là, c'est le wait. Donc le premier, c'est F#. Ok. Bon, bah écoutez, il est 18h01, donc on va se quitter sur ces bonnes sur ces bonnes nouvelles. Alors moi j'ai une excellente nouvelle, mais je pense que vous en foutez un peu. J'ai reçu entre-temps la confirmation du Microsoft Store comme quoi ma surface était expédiée, donc tout va bien pour moi. J'ai cru que tu avais fixé ton bug. Non, celui-là je le garde parce que je pense bien, que utiliser la fonction main. Qui s'en fout, lève la main. Oui, d'accord, bon, c'est bon. Vous êtes dur. Bon, bah écoutez, on va se quitter là, on va se retrouver la semaine prochaine. Là où je suis vraiment très content, c'est que pour une fois, depuis de nombreux épisodes, personne n'a cité le mot Blazor pendant cette jusqu'à maintenant. Christophe était ennuyé. Voilà. Sérieux, vous n'avez pas parlé de Blazor? Non. Voilà. Et ben écoutez, bonne soirée, bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Au revoir. Salut. Bonne soirée, merci. Parlez pas de Blazor, ce matin.